الزول في اللون كان تزغم نتوغا لسيا غاردا غافين يضغون كيان لوكران لا روسي تولم سو منزور نيون وقونا كي وين تفكار لوكران غوس داين نيكو يسوى من نيكو مدن تصيم سلاين ديلان فلاس وسنة كي تولم داغنيا اس جمايني كير غوس ثانية يسدك هذا وكا نوغال دا المضغوغ سنت فانا يونم دكتور رشيد بن حداد ديريكتور ثاني يمكن غادي يسفهم تامورلينس شي كتوالي متقسينا ديلين فرانسيس كتيريريس دونك زوج لك رشيد. Azul Rachid, Azul à ceux qui nous écoutent. Donc, Rachid, sans plus tarder, on a tous vu cette opération toile d'araignée qui a montré vraiment à quel point l'Ukraine est capable de faire des coups qui font vraiment très très mal à la Russie. Au fait, deux questions. Êtes-vous en accord avec cela? Et puis, quels sont les facteurs qui ont permis sa réussite? Alors, cette opération dénommée Toile de l'araignée, donc c'est une opération militaire qui a été menée à l'intérieur de la Russie, donc le 1er juin, par le service de sécurité ukrainien, le fameux SBU. C'est incontestablement la plus importante opération jamais menée contre des infrastructures à l'intérieur du territoire russe, parce qu'on parle de plus de 4000 kilomètres de profondeur de pénétration donc à l'intérieur du territoire. Ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des camions avec des drones qui ont été acheminés près des endroits qui ont été visés. Donc, les cinq endroits qui ont été visés. L'opération a été une réussite très audacieuse, exceptionnelle même, et surtout coordonnée, puisqu'elle a touché cinq bases différentes. Et certains en disent que c'est une opération qui a été mûri durant 1 an et demi, donc 18 mois. Incontestablement, les Russes ont été surpris. Donc, ils ont été défaillants, du moins leur service de renseignement a été défaillant et leur immense territoire n'explique pas à lui tout seul cette défaillance-là. Au niveau maintenant des objectifs atteints, on a parlé dans un premier temps d'une quarantaine d'avions qu'on a ramenés à autour d'une dizaine, certains même parlent de 5. Mais je pense que même si c'est 5, c'est une réussite incontestable. Mais de là à parler de Pearl Harbor, que certains mettent en parallèle, je n'irai pas jusque-là et je rappellerai juste que Pearl Harbor a fini dans la capitulation. Euh, L'opération a été saluée par l'ensemble de la presse occidentale et ce qu'on sait aujourd'hui, il ne faut pas une expertise particulière pour les déduire, c'est qu'il y a une implication incontestable, ne serait-ce qu'au niveau du service de renseignement, donc par assistance satellitaire, donc de l'Occident, probablement des États-Unis, même si beaucoup parlent de la Grande-Bretagne. Alors, les analystes jubilent, hein, les analystes maison jubilent, et ça fait renaître le vieux rêve d'affaiblir la Russie. Donc, certains même parlent de défaite russe, là, de prémisse d'une défaite russe. Euh, je pense qu'on va s'en parler plus en détail tout à l'heure à travers les autres questions, mais il y a aussi quelque chose qui s'est passé qui est beaucoup moins médiatisé le même jour. C'est qu'il y a un train de marchandises avec des personnes à bord qui a été déraillé par un autre service ukrainien. Il y avait des morts. Cette action n'a pas été médiatisée à tort, je pense, parce qu'on s'en est pris à des cibles carrément civiles. Non, vous avez bien fait qu'il y a d'autres questions qui suivent. Donc, j'ai parlé de petites répliques ces derniers jours de la part de la Russie. Ma prochaine question, quelle est selon vous la réaction attendue de la Russie dans les jours ou les semaines à venir ou même les mois à venir? Ben, je pense que le jour même où j'ai appris cette information, j'ai fait un post sur ça et à date, j'ai pas changé d'avis. Je vois mal les Russes ne pas réagir et demeurant probablement fortement. Ce serait tout simplement considéré comme une faiblesse si jamais la Russie ne réagit pas.
Alors, ce que j'ai fait, Rachid, pour préparer notre émission d'aujourd'hui, j'ai regardé la composition du Conseil de sécurité de la Russie, hein. Une dizaine de membres avec certains qui sont permanents, les services de sécurité intérieure, extérieure, les affaires étrangères, Poutine. Il y en a qui alternent, qui ne sont pas toujours présents dans ce Conseil de sécurité russe. Mais une chose est certaine, les partisans de la ligne dure, hein, les fameux hardliners, sont vraiment les gens, ils sont très nombreux, on va dire, au sein de ce conseil-là. C'est sûr qu'ils auront leur mot à dire. Et une chose est certaine aussi, c'est que de la réponse de la Russie à cette action va dépendre l'escalade ou la désescalade de cette guerre. Euh, Moi, je verrais volontiers les Russes capitaliser autour de cet événement. Et ça, on le voit déjà au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a eu une incontestable intensification des bombardements sur l'Ukraine, sans que cela provoque des réactions de l'Occident. Il est loin d'être exclu que ce n'est que le commencement et que ces bombardements vont aller crescendo. Euh, L'autre chose aussi qui est certaine, c'est que les Russes, peut-être beaucoup ne le savent pas, ce ne sont pas des sanguins, ce ne sont pas des colériques, ils réagissent le plus souvent la tête froide. Et donc, c'est clair que partant de là, ils vont initier des actions probablement dont le but ultime va être d'affaiblir leur ennemi, leur protagoniste, donc l'Ukraine. Euh, mais par ailleurs aussi, je me dois de spécifier que la Russie, ce n'est pas Israël, hein. Donc, je vois mal les Russes s'en prendre à la population civile. Les Russes ne sont pas comme les Israéliens, tout simplement. Euh, on a cette occasion-là de voir deux guerres en parallèle. Clairement, les Russes, à mon sens, n'ont pas l'intention de s'en prendre à la population civile, mais clairement qu'ils vont répondre sur plusieurs échelles à ce qui s'est passé. Donc, ce qui m'amène à une question par rapport à cette opération dite toile d'araignée. On se demande est-ce qu'elle peut avoir une incidence sur le cours actuel de la guerre? Bah, c'était ça justement l'objet de mon poste dont j'ai parlé. Je me suis questionné sur l'opportunité pour l'Ukraine, hein, de mener cette opération, eu égard essentiellement pour moi à deux paramètres. C'est que je considère que l'impact de cette opération sur le champ de bataille, pour moi, il est douteux. Et c'est sûr que du point de vue médiatique, l'Ukraine a amélioré sa situation. Et cette opération, moi, elle me rappelle quelque peu Kursk, hein, quand l'Ukraine a envahi une partie du territoire russe. Et aujourd'hui, on sait comment Kursk c'est fini, hein. Les Russes ont libéré l'intégralité de Kursk et ils demandent aux Ukrainiens de reprendre les 6000 corps encore qui se trouvent en Russie. Donc, clairement, en termes médiatiques, c'est une performance, mais en termes de retombées sur le terrain, je me questionne assez fortement sur son impact. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, avec cette action, l'Ukraine, elle va s'exposer à des représailles importantes sans susciter davantage de soutien. Bah, sans soutien parce que les Européens, ils parlent beaucoup, mais n'ont pas grand-chose à fournir pour l'Ukraine. Et les États-Unis, apparemment, ils s'apprêtent à mettre fin ou à arrêter, je ne sais pas si c'est momentanément ou pas, à leur livraison d'armes. Donc, ça augure plutôt mal pour l'Ukraine et cette action est une réussite médiatique, mais en termes, pour répondre à ta question d'impact sur le terrain, j'ai de sérieux doutes sur la positivité, si le mot existe, de son impact sur le terrain. Donc, on est davantage dans comme que changement du cours de la guerre, hein, tout simplement. Rachid, l'Ukraine a également attaqué le pont de Kérémy. Ma question, quelle est l'importance stratégique de ce pont? Et puis, toujours par rapport à ce pont-là, est-ce que vous pensez que les Allemands vont livrer leurs fameux missiles dits Taurus, dont la portée et la précision est suffisante pour atteindre cet objectif de détruire ce pont de Kérémy?
Ouais, j'aime cette question, Rachid, parce que effectivement, 2, 3 jours après, après ce qui s'est passé au niveau des bases, des 5 bases que je viens de mentionner, il y a également l'explosion d'un pilier au niveau du pont de Kerch. Donc, 2, 3 jours après, l'attaque des bases aériennes. Je voudrais peut-être m'arrêter très brièvement sur l'importance relative de ce pont-là parce que, parce que c'était un pont fondamental, c'était le seul qui reliait la Russie, on va dire la Russie à la Crimée. C'est un pont, je pense, c'est le plus long pont d'Europe, autour de 20 kilomètres, peut-être un petit peu moins. Et c'était la seule voie de liaison avant le début de la guerre, Rachid. Mais une fois la guerre commencée, pas 2022, mais 2023, la Russie s'est emparée des deux oblasts du sud, hein, que sont Kherson et Zaporozhye. Et Kherson et Zaporozhye, elles sont reliées à ce pont de Crimée. Pas au pont de Crimée, pardon, à la Crimée tout court. Donc, euh, par rapport au début de la guerre, c'est sûr que ce pont a perdu de son importance stratégique. D'ailleurs, c'est simple, hein, ce pont n'est utilisé que par les civils, hein. Les acheminements des armes et des provisions militaires, elles se font pas avec ce pont, elles se font plus, on va dire, avec ce pont, mais par voie terrestre, parce qu'encore une fois, la Crimée est désormais reliée. Je ne sais pas si tu es en mesure, Rachid, d'ajouter une carte de géographie pour que les gens puissent voir, par exemple, que la ville de Kherson, elle est reliée directement à la Crimée par voie terrestre. Maintenant, concernant les fameux Taurus allemands pour lesquels il y a une énorme publicité qui a été faite, ce qu'il faut savoir que ce sont quand même des armes d'une précision redoutable, on va dire, très connues, très reconnues. Ils ont une longue portée, 500 kilomètres. 500 kilomètres, Rachid, si tu prends Moscou, elle est à 450 à 500 kilomètres à peu près de la frontière ukrainienne. Donc, ces Taurus-là, allemands, ils sont capables non seulement d'atteindre le pont de Kerch, mais également d'atteindre Moscou. Et j'ai regardé un peu c'est quoi la réaction de la Russie par rapport à la potentielle livraison de ces armes par l'Allemagne à l'Ukraine. Il en dit clairement, Berlin doit se garder de répéter son erreur historique, Deuxième Guerre mondiale. Je vais lire le passage au niveau de ma note. Berlin doit se garder de répéter son erreur historique. L'erreur historique, donc, c'est clairement la Deuxième Guerre mondiale. On sait que 27 millions de Soviétiques y ont laissé leur vie. Et clairement, les Russes ne passent pas par 36 chemins pour menacer l'Allemagne. Si jamais l'Allemagne livre les Taurus à l'Ukraine et que l'Ukraine les utilise, par exemple, pour détruire le pont de Crimée, le fameux pont de Kerch, moi, honnêtement, Rachid, ça, c'est juste un avis. Je vois très bien les Russes répliquer, bombarder directement l'Allemagne. Et je ne pense pas qu'ils auront besoin de passer par les outils du Yémen pour le faire. Ils vont le faire directement parce qu'ils l'ont déjà dit qu'ils le feraient si jamais les Taurus sont livrés et que ces taurus sont utilisés pour, par exemple, on va dire, pour le pont de Crimée ou bien pour attaquer des villes à l'intérieur de la Russie. Pour eux, c'est vraiment la ligne rouge où pour eux, l'Allemagne va devenir un co-belligérant. Et encore une fois, on a entendu plusieurs autorités civiles et militaires russes arguer que jamais ils n'accepteraient que l'Allemagne fasse ça sans que ça ait des conséquences. Eh ben voilà, donc Rachid il nous a résumé un peu ce qui s'est passé en détail, il a donné son analyse. Sans plus tarder, je passe directement à la dernière question, Rachid. Et on a vu qu'il y a eu dernièrement des négociations directes entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul. Ma question, est-ce qu'il y a des raisons de croire qu'on peut arriver à la fin à un accord de paix? Ouais, j'ai pas la boule de cristal, Rachid, mais je pense que la dernière fois et l'avant-dernière fois et avant-avant-dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais pas optimiste et je le suis encore moins aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une rencontre. Les deux délégations se sont parlé directement, Russes et Ukrainiens. Ils se sont échangés des mémorandums.
Je vais m'arrêter assez brièvement sur les mémorandums, mais avant, Rachid, je voudrais revenir un petit peu en arrière parce que l'information qui circule chez nous en Occident est que tout le monde dit que l'Occident, l'Europe, les États-Unis, l'Ukraine veulent un cessez-le-feu immédiat, mais la Russie refuse le cessez-le-feu proposé. Et quand je regarde pourquoi les Russes refusent ce cessez-le-feu, officiellement, ils disent c'est pour empêcher l'Ukraine de se réarmer. Moi, c'est une autre vision que je souhaite livrer à ceux qui nous écoutent, Rachid, parce que tu te rappelles, Rachid, au moins dans deux ou trois émissions, on a discuté les scénarios possibles de fin de guerre. Et je t'avais mis de l'avant que jamais la Russie ne va accepter une solution à la coréenne, une armistice, c'est-à-dire on arrête, c'est le cessez-le-feu, puis on va commencer à négocier. Et les Russes, ils refusent ça parce que pour eux, il n'y a aucune garantie que l'Ukraine ne va pas adhérer à l'OTAN. Et ça, c'est la ligne rouge que, à ma connaissance, les Russes ne franchiraient jamais, ne laisseraient jamais franchir, dans le sens où si jamais il y a un cessez-le-feu et qu'on s'arrête et que les pourparlers n'avancent pas, clairement, on peut se poser la question, hein, toute cette guerre, tout ça pour arriver à une impasse. Et comme ils ont l'avantage sur le terrain, c'est clair que les Russes veulent fructifier cet avantage-là qu'ils ont sur le terrain. Et on a un dialogue de sourds, hein. J'ai regardé les deux mémorandums, celui fourni par l'Ukraine et celui fourni par la Russie. Et j'aimerais ça peut-être que l'on s'arrête sur le mémorandum fourni par la Russie, parce que ce n'est pas un secret, Rachid, hein, c'est l'avis de celui qui est en train de gagner la guerre qui va primer, hein. Donc, l'avis de la Russie, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a dans leur mémorandum. Et eux, déjà, dès le départ, ils mettent deux conditions pour que les négociations avancent. Ils demandent à ce que l'Ukraine reconnaisse la souveraineté de la Russie sur la Crimée et l'ensemble des quatre oblasts. Et pas seulement les territoires qu'ils occupent. Euh, j'ai déjà résumé encore une fois chez toi la situation militaire. La Russie occupe 100% de Luhansk. Luhansk, Rachid, encore une fois, c'est la région où j'ai fait une partie de mes études, mais il n'occupe que les deux tiers à peu près, on va dire, de, de, de Zaporozhye, que deux tiers à peu près de Kherson et que deux tiers de Donetsk. Alors les Russes, ils demandent à ce que l'Ukraine évacue la partie qui n'occupe pas de ces territoires-là qui sont reliés à ces trois oblasts-là. Ça, c'est la première condition. Et deuxième condition, que l'Ukraine, dès le départ, renonce à adhérer à l'OTAN. Et quand on regarde un peu les arguments des uns et des autres, le moins que l'on puisse dire, à mon avis, que l'Ukraine, pour ne pas dire l'Occident, il n'y a pas beaucoup de leviers de pression à actionner, hein. Sauf peut-être, hein, je ne sais pas si les gens sont suffisamment alertes pour comprendre que les Européens veulent instaurer un nouveau train de sanctions. J'ai regardé qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau train de sanctions. Ils veulent désormais sanctionner ceux qui font affaire avec la Russie. Tu imagines, Rachid, de sanctionner un pays comme l'Inde, qui est l'ami de Wow. la Russie, mais qui est l'ami des États-Unis dans le potentiel conflit entre les États-Unis et la Chine, parce que la Chine et l'Inde sont deux ennemis héréditaires. Alors moi, honnêtement, je vois mal les États-Unis accepter que l'on sanctionne les amis de la Russie. J'ai illustré ça avec l'exemple de l'Inde. Il y en Mhm. a d'autres, Il y a probablement. d'autres pays, oui. Il y a d'autres pays et clairement, euh, la Russie, elle veut négocier, mais c'est quasiment une capitulation qu'elle veut négocier et le terrain plaît dans leur faveur. Donc, je n'ai pas d'opinion là-dessus en tant que tel. Je ne sais pas à quoi ils vont arriver, mais une chose est certaine, c'est que la Russie est en train de gagner sur le terrain et l'action dont on parle aujourd'hui, ce qui s'est passé le 1er juin, n'a pas changé la donne à ce niveau-là. Mhm.
Donc ça n'a rien changé depuis le 1er juin. À ma connaissance, non. Au contraire, Mhm. peut-être que les Russes vont raffermir leur bombardement sur les cibles militaires, encore une fois, parce que les informations qu'on nous présente, comme quoi les Russes attaquent des civils, des sites civils, elles sont tout simplement inacceptables, elles sont erronées, elles ne correspondent pas à la réalité du terrain. Voilà, je pense, Rachid, mon Peut-être une cher bonne Rachid. nouvelle, Rachid, pour finir sur une note positive, parce que Ouais. ben, il y a eu des échanges de prisonniers. Mais, Ah, ok. mais pour une rare fois, j'ai pas vu le nombre. Ils n'ont pas informé combien, ils n'ont pas donné information combien il y a eu d'échanges. Mais bon, il y a un échange de prisonniers, c'est toujours positif. Mais en termes de perspective de paix, si je résume ça avec une phrase, moi je dirais que c'est le terrain qui va décider de l'issue de cette guerre. D'accord. Donc, je viens de l'entendre. Donc, ce n'est qu'aujourd'hui qu'il y a eu cet échange de prisonniers, Rachid? Euh, il a eu lieu, les modalités ont été convenues dans la rencontre de lundi passé, lundi 2 juin. Ah, ça fait une semaine, ouais. Les modalités, maintenant, comment l'échange va se faire, ils n'ont pas spécifié le nombre. Quand est-ce qu'il va se faire, honnêtement, je ne suis pas capable de te le dire, mais je sais que c'était la seule entente, justement, qu'ils avaient eue dans la rencontre de lundi passé. C'est une note positive effectivement avec laquelle on va finir notre entretien. C'est toujours un plaisir de consulter notre ami Rachid pour nous donner ce qu'il y a de nouveau, sa lecture par rapport à ce conflit russe-Ukraine. Merci Rachid. Ben, merci, le plaisir est partagé. تنبغ كنود قيم نار كان نغال غرز ميلاد دومينوث يسير دينو دينير قيمة دي ثلوث